Le premier acte, c'est les années 50, 60, 70, la montée de l'endettement, l'explosion de l'endettement et des prêts qui sont sollicités, des prêts qu'on va provoquer, justement pour petit à petit dire, si vous êtes endetté auprès de nous, on va être capable à terme de vous dicter nos exigences. Et on arrive à la fin des années 70 où finalement tout le monde s'endette et on leur dit mais c'est pas grave, vous allez vous endetter mais vous allez produire de plus en plus, exporter de plus en plus et vous allez rembourser de plus en plus avec ça. Et donc c'est la fin du premier acte parce qu'en fait tous ces pays produisent les mêmes produits, donc ça va être des produits qu'on appelle tropicaux, ça va être du coton pour le Burkina Faso mais du coton aussi pour le Bénin et du coton aussi pour le Mali et donc ils vont produire finalement les mêmes produits, ils vont se concurrencer entre eux et finalement les prix vont commencer à s'effondrer. Donc la fin du premier acte a lieu à peu près dans les années 1980. On n'a pas encore subi le contre-coup, on n'a pas encore subi les inconvénients de la montée de l'endettement, mais à cette fin des années 70, la dette elle est là, le nœud coulant il est prêt à être serré finalement. L'acte 2, c'est l'éclatement de la crise. C'est un acte qui est très court, qui est très brutal, qui va en gros de l'année 1979, au moment où les taux d'intérêt commencent à monter sous la pression des États-Unis et de la Grande-Bretagne, jusqu'à l'année 82 où la crise de la dette éclate. Ces pays qui essayent de racler les fonds de tiroir parce qu'on leur demande de plus en plus de remboursements, les intérêts étant multipliés par 3, les taux étant multipliés par 3, les intérêts sont multipliés par 3, et on leur demande de rembourser avec des revenus qui sont en baisse, puisque les prix des matières premières d'exportation diminuent. Et puis aussi parce que les banques privées qui n'ont plus confiance en leur capacité de remboursement, eh bien finalement arrêtent de leur prêter. Donc ils ont moins de prêts de la part des banques, moins de revenus, mais des remboursements qui doivent augmenter. Et donc c'est la quadrature infernale. Et on arrive à un moment où ils ne peuvent plus rembourser. C'est en août 82 le Mexique qui est le premier à dire stop. L'acte 3, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ça? En gros, je dirais schématiquement, pour caricaturer, quand un pays est en crise de surendettement, soit on vient sauver ses habitants, soit on vient sauver ses créanciers. Et évidemment, on est venu sauver ses créanciers parce que le rapport de force leur était favorable. Et donc le FMI a été celui qui a été mandaté par les grands créanciers pour imposer aux pays du Sud des recettes qui permettaient de garantir les remboursements. Si après il ne reste plus d'argent pour sauver l'éducation, pour sauver la santé, pour permettre l'amélioration des conditions de vie sur place, on leur dit mais ça c'est votre problème. Notre problème c'est que vous remboursez la dette. Cette dette est donc érigée en priorité absolue et donc on a tous ces programmes d'ajustement structurel qui se mettent en place. Donc la finalité est simple, réduire les dépenses de l'État, augmenter ses recettes, pour, avec la différence, non pas lui permettre de se développer, mais pour rembourser la dette, donc de l'argent qui va fuir immédiatement le pays. Ça, c'est l'acte 3 qui commence au début des années 80, et puis qui va en gros jusqu'à la crise en Indonésie en 97 et dans toute l'Asie du Sud-Est. Les pays les plus fragiles, comme la plupart des pays africains, tombent dans l'ajustement structurel dès le début des années 80. Et puis d'autres pays vont tomber successivement jusqu'au dragon asiatique. On disait vraiment cela c'est des miracles et on se rend compte qu'on les a mis au pas quand on a voulu en 1997-98. J'intercale un acte 4 au milieu, qui n'est pas tout à fait chronologique, mais qui est quand même comment cet argent a été utilisé au Sud. Ils se sont endettés, donc ils ont récupéré de l'argent, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Déjà, ils n'ont pas récupéré tout l'argent. Il y a évidemment une part d'argent qui a dû servir à acheter des armes, qui a dû servir à acheter les marchandises du pays prêteur, parce que quand la France, par exemple, parce que je suis français, quand la France faisait un prêt à un pays d'Afrique noire en lui disant on vous prête 10 millions de francs français, c'était pas vous en faites ce que vous voulez, c'était avec ces 10 millions de francs français, vous achetez des marchandises françaises. Donc ça ressemblait fort à des subventions aux entreprises du pays prêteur, et finalement c'est le peuple du Sud qui remboursait les intérêts. Et puis il y a eu pas mal d'argent qui est passé dans la corruption,
parce qu'évidemment, les élites en ont profité. C'est d'ailleurs un petit peu leur rôle. C'est-à-dire qu'on a mis à la tête de ces pays, ou on a maintenu à la tête de ces pays, des personnes qui étaient capables d'imposer des mesures aussi antipopulaires et aussi néfastes pour les populations. Donc finalement, la corruption, c'est un petit peu l'huile qui fait marcher le mécanisme. Et on a dit, on va autoriser ces gens-là à détourner une partie des fonds, du moment que, de l'autre côté, les remboursements de la dette se poursuivent. Et on a même fait en sorte que ceux qui étaient réfractaires, eh bien, soient mis au pas, ou bien sont devenus des martyrs, comme Thomas Sankara au Burkina Faso, qui a été assassiné. Donc ça, c'est l'acte 4, l'utilisation des fonds, soit en faveur des entreprises et des grandes puissances, soit en faveur des élites de ces pays-là qui sont souvent complices de cet ajustement structurel qui devait être imposé et qui finalement font en sorte que l'argent prêté n'a pas profité aux populations et donc ça constitue très largement une dette aujourd'hui qui est odieuse et qui serait en droit d'être annulée ou en tout cas en droit de réclamer son annulation. Et puis l'acte 5, c'est on dit à ces pays du Sud, vous allez faire de l'ajustement structurel, vous allez voir, ça va régler vos problèmes. Et puis on se rend compte que les problèmes ne se règlent pas du tout, les crises se multiplient. C'est la crise en 94 au Mexique, puis en 97 en Indonésie, puis en 98 en Russie, puis en 99 de nouveau au Brésil. Et on se dit, mais alors qu'est-ce qui se passe? On applique les recettes et ça ne marche pas. Moi, je suis scientifique au départ. Quand on fait une théorie, et puis qu'ensuite on essaye de faire une expérience pour valider cette théorie, quand l'expérience échoue, la science a avancé, puisqu'on dit la théorie était fausse, on va en mettre une autre en place qui permet de faire autre chose et d'être conforme à l'expérience. En économie, il se trouve que ce n'est pas le cas. Quand on fait de l'ajustement structurel et que ça ne marche pas, on leur dit c'est parce que vous n'avez pas fait assez d'ajustement structurel. On n'aurait pas du tout en cause la raison d'être de l'ajustement structurel. Donc on a fait ensuite des initiatives d'allègement de la dette, d'effacement d'une partie de la dette, conditionné toujours à des mesures de renforcement de l'ajustement structurel. Ça ne s'appelait plus comme ça, mais la finalité est la même. Et donc, on a sélectionné un nombre de pays très pauvres et très endettés. Il faut les deux critères. Les très pauvres, mais pas très endettés, n'y ont pas droit. Les très endettés, mais pas assez pauvres, n'y ont pas droit non plus. Ces pays sont à peu près une quarantaine. Et on leur a dit, si vous faites encore une période d'entre 3 et 6 ans d'ajustement structurel, on réduira une partie de votre dette. Et donc une fois que le pays est complètement dans l'étau de la dette, une fois qu'on maîtrise complètement les décisions qui peuvent être prises et qui sont forcément favorables aux créanciers, pas au peuple du Sud ni au peuple du Nord, c'est aux créanciers, à ce moment-là, on efface une petite partie de leur dette pour alléger un petit peu le fardeau, mais c'est de toute façon très symbolique puisque les critères sont calculés pour qu'on décide à partir de quel seuil la dette est non remboursable, la dette est intolérable, la dette est insoutenable. Et on annule la partie qui est au-dessus. Donc en fait, on les fait rembourser toujours au maximum de leur capacité et on ne dégage absolument rien pour le bien-être des populations sur place. Et donc on en est là aujourd'hui où on fait croire qu'on agit en faveur de la réduction de la dette, mais en fait on renforce la même logique, celle qui a créé la dette, celle qui a créé la pauvreté, celle qui alimente la corruption. Et c'est bien la preuve que finalement, si on veut lutter contre la pauvreté ou contre la corruption, il ne faut surtout pas faire abstraction du combat contre la dette. Ce sont 3 trépieds d'un même problème et on ne peut pas lutter contre l'un si on ne lutte pas contre l'autre.